Mais la présentation, vous n'avez pas à la voir. Ok, alors donnez-moi une petite minute pour m'organiser de mon côté pour voir si j'arrive à vous passer la présentation. On va essayer ça. On va passer à la suivante. Voilà. Ouais, maintenant ça a l'air de marcher, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. Super. Et tout le monde m'entend aussi? C'est formidable. Bon, alors je pense que la plupart d'entre vous arrivent à me voir. C'est très bien. Je m'appelle David Fetterman et je vais me centrer sur certains outils technologiques que nous utilisons. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler de la participation des parties prenantes que nous impliquons dans la justice sociale et dans le changement social. Nous avons publié un livre sur l'évaluation de l'empowerment ou de l'implication dans le système scolaire. C'est très intéressant. Alors on continue. Les évaluations peuvent être semblables à un pont qui est au-dessus de... Je ne sais pas si vous connaissez ma passion. Je suis allée à l'Everest au mois de septembre et réellement, je pense que les évaluations peuvent être facilement comparées à un pont sur les eaux agitées. Alors, avant de commencer une randonnée ou un voyage, il faut quand même observer le paysage. Voici aussi une autre image qui vous montre la vue que j'avais au Mont Everest. Malheureusement, je n'entends pas très bien monsieur. Alors ici, nous avons dans notre nouveau livre, quand nous parlons des abordages de collaboration, l'évaluateur est toujours responsable, mais il souhaite que les autres collaborent avec eux dans une ambiance participatoire où on partage tous ensemble l'expérience et le contrôle de l'évaluation. Mais quand nous parlons de l'habilitation, eh bien ce que nous disons, voilà, ça c'est l'évaluation, mais ce sont eux qui sont responsables, qui sont chargés et qui ont le contrôle. Alors, si nous parlons de la participation des parties prenantes, eh bien, je pense qu'il faut aussi penser à cette habilité. Euh, quelle, quelle est la meilleure approche, disons, pour habiliter les autres? Et peut-être, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ce n'est peut-être pas le seul abordage, mais voilà. Et, et les évaluations pour l'habilitation, je veux juste vous dire que nous travaillons dans 16 pays différents, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie, et nous apprenons autant que ce que nous espérons que eux ils prennent parce que nous souhaitons les aider. Nous travaillons donc dans euh, en Afrique du Sud euh, et en Afrique du Sud, donc, nous avons travaillé dans des colonies de squatteurs. Cela peut quand même, de la même façon, être appliqué dans des communes ou dans dans des sociétés.
Il y a peut-être 20 000 personnes qui habitent dans une commune sans électricité, sans eau courante, dans des circonstances de vie qui sont pratiquement impossibles. Et, et là, nous voyons... Je suis désolée, mais je n'entends pas monsieur. Et alors, je vais simplement montrer certains exemples du travail que nous faisons. Nous travaillons sur les enfants et nous arrivons à avoir un impact. Dans ce cas, nous mesurons par les tests harmonisés pour voir s'ils arrivent donc à faire des progrès. À Hewlett Packard, nous avons un projet de 15 000 dollars, de 15 millions de dollars. Nous avons un livre là qui a été publié. Je suis là au centre, je suis en train d'enseigner. Si vous voyez en haut, on arrive à voir que c'est une image des indigènes américains qui travaillent avec leur technologie et aussi et aussi ils ont les meilleurs systèmes du pays qui sont fondés sur leur abordage. C'est pour ça que je demandais à Eric que cela fait partie de l'intervention. Et quand nous travaillons dans l'évaluation, il y a un impact. Cela fait partie de la planification et de la gestion de l'évaluation d'habilitation. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, donc voilà Stanford. Là, c'est très très populaire de parler d'habilitation parce qu'ils veulent que les gens s'évaluent soi-même, qu'ils participent et qu'ils participent donc à cela au lieu de compter toujours sur une force externe. Encore d'autres exemples en Arkansas, je pense que c'était la 5e année ou la 15e année que nous faisons des évaluations. Nous avons des organisations bénévoles qui visitent les universités et les hôpitaux, surtout dans le but d'éloigner la jeunesse, les enfants, du tabac. Une fois que nous apprenons le pouvoir de la langue, et souvent le pouvoir de la langue, c'est de l'argent. Alors, nous prenons des enfants qui ont réussi à s'éloigner du tabac et quand nous passons cela à de l'argent, à combien d'argent ils épargnent. Quand on dit oui, on parle de 83 millions de coûts en termes de coûts de santé qui auraient pu être orientés ailleurs. Alors, ils ont commencé à nous écouter et à faire attention parce qu'il y avait des choses plus intéressantes comme les interventions en matière de drogue ou contre l'obésité. Dans l'université, là, on voit aussi Google. Je suis là à droite, à gauche, dans la chemise bleue. Et nous apprenons à les employés de Google à apprendre comment présenter certains formulaires. Nous avons aussi travaillé pour évaluer l'activité interne et aussi externe pour voir comment ils peuvent l'utiliser. Les médecins l'utilisent pour évaluer leur propre programme. C'est extrêmement cool. Et le département d'éducation informatique
On se réunissait avant tous les 15 jours. Maintenant, on le fait une fois par fois. Et la plupart d'entre nous ne se sont jamais vus, sauf en ligne. Et tout cela, bien entendu, si vous pouvez, si ce n'est pas possible, c'est c'est difficile de suivre monsieur parce que son son se coupe continuellement. Nous allons signaler comment nous avons fait cela à distance. Nous avons utilisé Zoom, Google Sheets, etc. Je vais juste vous expliquer que nous utilisons énormément de technologies, mais ce n'est pas nécessaire quand nous travaillons dans les communes où les gens ont du papier, du chewing-gum pour coller les papiers au mur et pour écrire là les pensées, les idées. Mais quand vous avez la technologie, eh bien, pourquoi ne pas l'utiliser? Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous expliquer les concepts de définition qui sont très importants. Alors, tout d'abord, les évaluations en habilitation. Nous utilisons des concepts, des techniques, des découvertes afin d'améliorer l'autodétermination. La définition, c'est une évaluation qui cherche à augmenter la probabilité de réussir avec le programme en donnant des outils pour évaluer la planification et la mise en œuvre. Mais c'est vraiment clé que cela doit être intégré et que tout le monde doit avoir cela très intégré. Et pour être honnête, c'est là que je me trouve intellectuellement. Voilà je pense, les meilleurs théoristes du monde. Je pense qu'ils sont assez clairement signalés. Voilà les méthodes, et la réactivité pour la conception des programmes de contrôle, mais je pense que j'appartiens plutôt à la droite. Euh, Parce que pour moi, ce qui est important, c'est ce que nous faisons avec les choses. J'ai toujours insisté à utiliser, mais si on a le temps, je vous en parlerai. Voici, regardons cette diapositive un peu plus tard si vous voulez faire un contraste entre la tradition et les abordages fondés sur l'habilitation. Alors, on passe de l'externe à l'interne. Vous êtes soit l'expert externe qui sait absolument tout, et sinon, ben, bien, vous devenez un ami qui peut les aider. De la manière traditionnelle d'évaluation, nous travaillons à collecter des informations, des sondages, mais le problème, c'est que si nous le faisons correctement, mais c'est souvent considéré comme un stockage qui n'est pas lié à la prise de décision, ce qui est important dans notre domaine. Il y a aussi beaucoup de dépendance au lieu de aider les gens à apprendre à le faire tout seul. Autrement, du côté traditionnel, on a un jugement indépendant, c'est très important, c'est excellent, mais le problème, c'est que l'on peut rester beaucoup de questions de où allons-nous à partir d'ici. Le jugement peut-être peut ne pas être en ligne droite et peut détruire votre programme. Il faut avoir un jugement indépendant, ce qui est extrêmement important. Dans les évaluations, il faut toujours avoir une collaboration, surtout quand nous parlons du côté de l'habilitation. Dans la façon traditionnelle, nous allons véritablement au-delà de la conception initiale. Dans les systèmes fondés sur l'habilitation, eh bien, nous améliorons la durabilité. Euh, oh là là. Et dans le contexte, j'entends très mal, monsieur, je m'excuse. J'ai 6 heures pour cette présentation, n'est-ce pas? Ah, je me suis trompée. Ok, alors il me reste quelques secondes, d'accord.
J'allais juste continuer à parler pendant 6 heures sur les théories de l'évaluation. Je suis sûre que ça intéresse le monde, mais nous avons un temps limité. Je suis désolée. Alors, l'une des théories sous-jacentes à l'évaluation fondée sur l'habilitation, c'est que plus les personnes participent dans la réalisation de leur propre évaluation, plus il est probable qu'ils trouveront les résultats crédibles qui vont agir sur les recommandations, ils y ont participé. Et c'est l'un des problèmes les plus graves de notre travail, l'utilisation des connaissances. Je révise énormément de données, mais souvent nous ne les utilisons plus après. Ils restent là, la poussière s'accumule et nous ne les travaillons plus avec. D'autres théories sur lesquelles je souhaite insister, c'est la théorie de l'action, l'égalité, la justice, etc. Après, la théorie de l'utilisation, ça, c'est le comportement. Si vous êtes à Londres et vous voyagez dans cette région, il y aura des panneaux qui disent Mind that gap, ça veut dire faites attention à la marche. C'est très important et les gens n'y pensent pas parce que il faut toujours faire attention à la marche, faire attention à ce que les gens réellement font dans l'organisation. Il faut essayer davantage et davantage à chaque fois de refermer l'écart. Et voici des concepts que vous pouvez examiner plus tard. Je veux juste me centrer sur... Si vous avez un ami important qui vous aide avec le processus, si vous avez des preuves, et alors cela devient de plus en plus sophistiqué. Il y a des cycles de réflexion, d'activité. Vous réfléchissez, après vous agissez. Et c'est un cycle qui n'a jamais fin. Après, on construit une communauté d'apprentis et qui deviennent des professionnels qui réfléchissent afin d'améliorer leur pratique. Le coaching, c'est aussi un ami. On dit, David, tu peux pas le faire, tu dois décider tout seul. Mais non, ce n'est pas vrai. Si vous voulez apprendre à conduire, si vous voulez, ma fille par exemple a aussi son entraîneur pour jouer au volley et aussi pour apprendre à sauter à cheval. Je vais pas lui dire allez, fais n'importe quoi. Non, il y aura forcément un entraîneur et moi avant, mon exercice était juste à marcher du parking jusqu'au bureau et c'est tout. Et sans un entraîneur, je me serais fait mal au dos, mais maintenant je fais partie de la salle de sport et j'ai un entraîneur. Alors voilà, un entraîneur, c'est important aussi dans le domaine de l'évaluation. Quand nous travaillons sur l'habilitation en arc-en-ciel, nous apprenons aux gens à voilà la photo d'une femme qui travaille avec moi dans mon groupe et dans mon bureau. Elle nous aide aussi dans cette habilitation contre le tabac. Et voici certains des principes. Nous avons un livre sur cela, mais je voudrais insister parce que cela est orienté sur l'amélioration et sur l'appropriation et sur l'inclusion, ce qui est très important. Quand j'étais président, d'une organisation, je voulais être vraiment puissant. C'était il y a très longtemps, il y a 22 ans. Et à la base, j'ai recruté quelqu'un pour m'aider et pour présenter. Oui, voilà. J'ai recruté Monsieur Einstein. Et, il était mort déjà, non? Bah oui, 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 bien sûr. Mais j'ai recruté un acteur qui s'est présenté en tant qu'acteur. Il s'est présenté en tant qu'Einstein et il a commencé à parler du pouvoir de l'inclusion dans l'évaluation. Et je parle de ça parce que nous avons une situation où nous avons un micro sur le côté, nous pourrons travailler, marcher, mais ça marchait pas bien. Et on ne pouvait pas entendre sa voix, ses mots étaient un peu, c'est comme s'il murmurait. Mais j'essayais
J'essayais de faire marcher son micro. Quand je l'ai attrapé, j'essayais de l'aider parce que je me suis dit je vais améliorer la connexion de son micro et moi je l'ai attrapé par la hanche et personne ne l'entendait et une personne très sympathique, je l'aime bien, il vient d'un petit village comme moi, je l'aime bien et il nous a tous sauvés parce qu'il nous a ramené à un micro ancien. L'idée, tout ce que je voulais dire en fait, c'est l'inclusion. Votre, c'est un aspect critique. Et, oui. Et maintenant, je veux aussi parler de la recevabilité. Si vous souhaitez plus de détails que ce que je peux vous donner, nous avons ce livre des principes, nous l'avons dans plusieurs langues. Il y a 3 étapes et c'est important. Ma mère était maîtresse, elle me demandait toujours est-ce que tu as testé? Je disais c'est des adultes. Est-ce que tu les as testés? Alors je vais vous demander maintenant, c'est un test. Combien d'étapes il y a dans l'évaluation d'habilitation? Et je vais vous donner une piste et on a 3. Merci, merci, merci. Elle va me demander, je vais lui dire ouais, j'ai testé. Alors merci. Alors et maintenant rapidement, merci. Voilà, merci. C'est parfait. Ah, mais vous pensez que je plaisante, mais ma mère est merveilleuse. C'est un grand exemple pour moi. Alors, merci. Et voilà la mission. C'est la première chose. C'est tout. C'est l'évaluation fondée sur l'habilitation. Vous expliquez quelle est la mission. C'est démocratique, c'est transparent, c'est centré sur les valeurs du groupe. Et vous honorez s'il y a déjà une mission existante, hein. Mais vous travaillez sur ce qu'il y a dans la salle. Et est-ce que vous avez déjà participé à une réunion? Vous avez dit quelque chose et personne n'a répondu et puis tout à coup quelqu'un répète la même chose, seulement c'est quelqu'un qui a un poste plus élevé que vous et tout le monde dit ah oui. Eh bien, les évaluations fondées sur l'habilitation ne permettent pas que cela ait lieu. Tout le monde doit reconnaître les contributions des autres. Et quelle est la chose qui permette que la mission puisse être possible? Cela peut continuer pendant très longtemps. Et après, j'utilise des points. Et oui. Après, ceux qui ont le plus de points. Et dans ce cas, la communication était la chose la plus importante pour le groupe après l'apprentissage, après le financement, le développement. Et c'était juste un tout petit exemple sur lequel nous avons travaillé à San Francisco, à l'Institut des études d'évaluation.
et tout va très bien. Et c'est vraiment un exemple de la vie réelle. La communication, voilà, ça c'est mes initiales. Vous pouvez voir, j'ai mis 3. Et après, je demande pourquoi vous lui avez donné cette note. Moi, j'ai mis 3. Et j'ai dit, de, on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment d'objectif. C'est une secrétaire, c'est une meilleure savante que moi. Et elle ne pouvait rien faire. Qui a donné le score 6? Eh bien, le directeur, et je demande alors, euh, on avait une session de groupe. Est-ce que tu peux demander à David pourquoi tu as donné le 6? Il dit que de son point de vue, on a communiqué très bien. Mais si on n'avait jamais pas fait ce sondage, on n'aurait jamais su devait avoir les deux niveaux de communication. Sur cette base, il a changé son score. Après, sur le dialogue, après un dialogue, on peut être beaucoup plus précis. Et vous voyez qu'on a aussi réussi à avoir un total pour avoir cette opinion de minorité. Et après, comme je dois aussi faire mention d'autre chose. Oh. Il ne savait pas non plus beaucoup sur ce sujet. Et il a sorti des centaines de brochures. euh, mais personne ne le savait. Son bureau est à côté du mien. Parfois, il faut apprendre. Cela fait partie du processus parce qu'on apprend continuellement. Et il a échoué parce qu'il n'a pas communiqué au niveau interne correctement. Il devait le faire davantage. Ce que je voulais dire ici, c'est très important, c'est que les preuves que nous donnons, c'est important pour le plan pour l'avenir. C'est les preuves qui nous disent comment faire. Ce qui est important, c'est ce qui se chevauche dans les réunions. Et je dois aussi savoir comment réduire le chevauchement de moyens de communication. C'est très puissant. Et on peut voir que on peut passer de haut en bas. Je donne et c'est vraiment assez normal. Et ils seront un peu plus ouverts comparé à là où ils se trouvent. Mais rappelez-vous, si moi je donne un 4,3, et David rentre chez toi, tu sais pas de quoi tu parles, tu ne connais pas. Mais s'ils se donnent à eux-mêmes, eh bien cela change leur... Maintenant, pour ce qui concerne la planification de l'avenir, il faut avoir des objectifs, donc des stratégies. Il faut avoir un agenda et aussi certaines preuves pour nous aider dans notre travail. Certains membres de notre personnel est impliqué avec le système, l'aspect informatique. Peut-être vous aurez l'occasion de les rencontrer personnellement. Je voulais m'assurer que vous voyez cela. Je vais couper un petit peu. C'est en fait une description de l'évaluation. Il y a des objectifs, la performance, etc. Pour ce qui concerne l'environnement de prévention du tabagisme, il y a en fait 4 objectifs principaux.
au cours des 4 trimestres de l'année. Si vous ne savez pas, vous faites pas votre travail comme il faut, bon, vous aurez 1 ou 0 pour tous les trimestres. Pour ce qui concerne par exemple la prise de décision. Une fois que vous êtes mis d'accord sur les éléments de base, les objectifs, etc., le point de départ, il faut voir comment on peut améliorer les choses avec notre membre du personnel qui peut nous aider à nous améliorer, à nous adapter, avant que ce soit trop tard. Donc il faut s'améliorer tout au long de l'année. Donc on a des jalons très précis. Donc on est en fait en dehors du temps, donc votre présentation était fascinante, mais oui, il y a eu des questions très intéressantes. Maintenant, il faut passer aux questions avant notre présentateur, notre orateur suivant, notre intervenant. Je vous encourage tous à poser des questions à David et aussi de partager des commentaires dans les médias sociaux. La première question est de Ayataska. Il parle des grands risques pour les acheteurs par rapport à l'évaluation. Et s'il y a des risques, comment les éviter? C'est la question. Je regrette de vous avoir interrompu, mais donc je vais vous repasser la parole pour répondre aux questions. Maintenant, on a seulement 2 minutes pour les questions, excusez-moi. Oui, en fait, j'étais près de la dernière diapositive. Je voulais seulement vous faire voir comment le dashboard fonctionne, le tableau de bord. Ce que vous recherchez, c'est donc il s'agit de voir ce qui entrave les divers groupes. Il faut voir aussi ce qu'on a en commun. Il faut pouvoir les mettre en commun avec un dénominateur commun. Les personnes de l'Amérique latine ont des perceptions différentes des Américains. Donc, il faut pouvoir améliorer l'éducation, le logement, la sécurité. Donc, j'ai demandé aux personnes de dire si elles voulaient améliorer ces aspects-là. Au point de vue de l'auto-évaluation aussi, il y a 2 choses qui travaillent ensemble. Il y a des personnes qui ont souci du programme, qui se concentrent sur certains aspects. Et il y a des opportunités pour chacun en fait, de mettre quand quelque chose ne fonctionne pas, de faire en sorte qu'il fonctionne. Dans la vie de tous les jours, on fait ça tout le temps en tout cas. Plutôt que d'avoir, bon, par exemple, une éducation qui n'est